Salut les sorceteurs et bienvenue dans un nouveau numéro de Toss a Coin to Your Writer. Je m'appelle Maeva Catalano, je suis autrice et passionnée de lecture. Toss a Coin to Your Writer, c'est le podcast sur l'écriture avec un titre anglais et un accent bien français. Chaque mois, retrouve un nouveau numéro avec un ou une super invitée qui évolue dans ce monde fabuleux qu'est le milieu de l'édition. Tu t'en doutes, on va parler du métier d'écrivain, mais également de lecture et de toutes les casquettes qu'il faut porter pour vivre de sa plume. Si tu es une âme courageuse, je t'encourage à poursuivre la lecture de cet épisode. Qui sait, entre deux créatures magiques, tu y rencontreras peut-être ton auteur préféré. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Toss a Coin to Your Writer. Je sais pas pourquoi je l'ai dit comme ça aujourd'hui. Il me semble qu'on est à l'épisode 8, ça y est, on est au mois de novembre. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur, je le dis à chaque fois, de vous faire découvrir, si vous ne la connaissez pas déjà, une autrice qui s'appelle Sophie Gliocas. Donc vous allez apprendre que je ne prononce pas du tout bien son nom de famille, mais vous le comprendrez ensuite un petit peu plus tard dans l'interview. Et Sophie, c'est quelqu'un en fait que j'admire énormément. Donc je pense que c'est une admiration que vous allez peut-être sentir dans ma voix. Il y avait un petit peu de l'émotion parce qu'en fait, je la suis depuis énormément d'années sur diverses plateformes, que ce soit sur YouTube, sur des blogs et dans le monde de la fanfiction. Et du coup, voilà, j'étais un petit peu toute contente d'avoir entre guillemets grandi, ou du moins dans mes dernières années lycée et mes années fac, en fait, en suivant son parcours. Donc j'ai été très très contente de découvrir son roman Les Enchantresses, qui est sorti au mois de septembre chez Hachette Roman. Donc on en a parlé aujourd'hui. Et on a enregistré cet épisode en octobre, mais il sort donc en novembre. Pour la petite histoire, cet épisode est maudit. D'accord. Donc il est là, c'est un miracle. Donc déjà, comme vous le savez, j'ai en ce moment 7 heures de décalage avec la France. Et donc on avait convenu d'une heure de rendez-vous avec Sophie pour nous retrouver sur Zoom. Et elle était en train de travailler sur le tome 2 des Enchantresses jusqu'à très tard dans la nuit, ou du moins très très tôt le matin, avant d'enchaîner avec le boulot. Et du coup, forcément, quand elle est rentrée, elle s'est dit « Bon, je fais une petite sieste ». Et elle a complètement dormi et elle a loupé notre rendez-vous. Donc j'attendais et je me demandais ce qui se passait, est-ce que je m'étais trompée de date, ce genre de choses. Et du coup, elle s'est réveillée en panique en voyant qu'elle avait loupé notre rendez-vous d'à peu près 1 heure, on va dire. Et bon, finalement, voilà, on a pu se retrouver, donc tout va bien, qui finit bien. Il n'y avait aucun souci, mais alors que j'enregistre donc cette petite intro au podcast, je viens de me rendre compte que mon micro s'est mal branché. Et donc, il n'a absolument pas enregistré ma voix de mon côté. Mais heureusement, j'avais ma petite ligne de vie, donc l'audio Zoom, où nos deux voix sont mélangées. Voilà, donc je m'excuse un petit peu de, comment dire, la qualité, si elle est un petit peu différente de d'habitude. Malheureusement, voilà, mon audio à moi, mon enregistrement était complètement vide. Mais encore une fois, c'est pas grave, tout va bien. Donc on a parlé de sujets très très importants avec Sophie, forcément de son roman, mais également de son parcours dans la fanfiction et comment c'est d'avoir grandi avec ça en fait finalement, parce que notre génération fait un petit peu partie des anciennes générations de fanfiction et de ces plateformes. On a parlé également de harcèlement scolaire, notamment, voilà, d'agression, de féminisme et des sujets qui tiennent à cœur à Sophie et qui je pense tiennent beaucoup à cœur à beaucoup de monde en ce moment. Et c'était très important pour moi de vous partager ça, et très inspirant également. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir la magie de l'univers de Sophie, et à très vite. Bonjour Sophie, comment vas-tu? Bonjour Maëva. Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu en quelques mots pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore? Eh bien, je m'appelle Sophie Gliocas, j'ai 27 ans, je vis à Paris et je suis autrice. Très bien, net, concis, parfait. Donc ton premier roman édité, en tout cas, vient de sortir, Les Enchantresses, chez Hachette. Il est sorti donc en septembre, parce que ce podcast va sortir en novembre. Mais tu écris depuis très 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 longtemps. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que ça fait un moment que j'écris.
Alors moi, j'ai commencé par de la fanfiction en ligne. Je pense que ma première fanfiction, je m'en suis souvenue il y a pas longtemps, il y a quelques années, j'avais 7 ans et j'ai réussi à la poster sur un site à l'époque. C'était une fanfiction Magical Doremi, tu sais, Mmh. l'animé. Ouais, je veux bien. Et j'étais vraiment petite, hein, ouais, j'avais 7 ans, ça n'avait ni queue ni tête. J'ai réussi à trouver parce qu'à un moment, le site était encore en ligne. C'était ni fait ni à faire, hein, il n'y avait pas de ponctuation, de faute d'orthographe. Mais voilà, c'est ma première œuvre qui en plus a été partagée. Et voilà, moi sinon, j'ai un profil plutôt littéraire, hein, c'est-à-dire que bah, j'ai fait un bac L et puis après, je suis partie en études à la fac où j'ai fait des sciences humaines et sociales, puis de la com digitale accès réseaux sociaux et à côté de ça, j'avais toutes mes activités sur le net. Donc moi, j'ai beaucoup blogué dès l'adolescence et après, c'est devenu quelque chose que j'ai beaucoup entretenu. J'ai eu donc mon blog et les réseaux sociaux qui allaient avec toutes les politiques où je parle féminisme. Et puis il y avait à côté bah, des projets qui ont été tout aussi amateurs, mais plus d'envergure, hein. C'est-à-dire que dès 17 ans, je me suis dit, si j'écrivais une grosse fanfiction Harry Potter sur les maraudeurs et sur comment James et Lily se sont mis ensemble puisqu'ils pouvaient pas se blairer. Et ça a mis des centaines de chapitres à se faire et ça a été un beau succès. Elle était d'abord sur HP Fanfiction, puis ensuite elle a été sur Wattpad. Elle approche d'1 million de lectures, ça fait 10 ans. Et voilà, tout ce qui s'est passé, je l'ai écrit pendant 2 ans. Après, j'ai écrit la suite. J'ai jamais terminé. Les gens m'en parlent encore. Mais mais voilà, pour te résumer brièvement ce parcours. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta relation à la lecture? Comment tu as commencé à lire? Parce que tu parles d'Harry Euh, Potter notamment. Ouais, j'ai commencé à lire, bah en fait, enfin très tôt, on m'a mis des livres dans les mains, Les Malheurs de Sophie, voilà, ça a commencé comme ça, hein, c'était fait pour, c'était ma destinée. Et puis ensuite, oui, il y a eu de la lecture, il y a eu notamment Harry Potter qui a été voilà le changement, la saga de toute ma vie plus jeune, comme beaucoup de personnes. Et puis après, j'ai continué à lire, étonnamment pas forcément de la young adulte, ça je l'ai plutôt gardé pour la fanfiction. Euh, et, euh, et voilà, pas forcément de fantastique non plus. Ça, c'est quelque chose que j'ai plus gardé pour les séries et les films, notamment pour ados, mais pas que voilà, j'aime beaucoup consommer. C'est vraiment une passion aussi que j'ai. Mais oui, après, la lecture m'a accompagnée tout le reste de ma vie. De mon compte Instagram, toutes les politiques et accès lecture, notamment lecture féministe, pour les romans et beaucoup les essais. Mais voilà, c'est vrai que je suis une grosse lecture. J'ai une période, alors je pense comme beaucoup de gens ados, où j'ai pas trop lu, où j'étais un peu, je ferais autre chose. J'ai passé beaucoup de temps pour MSN, sur MSN et Skyblog à l'époque. Je pense qu'il y a des gens, ça ne leur parlera pas parce que je suis vieille maintenant. Je comprends, je Mais, comprends. mais voilà. Donc oui, j'ai été lectrice et écrivaine assez jeune. Ok. Et je sais que sur Instagram, tu parles souvent de John Irving, qui est ton auteur préféré. Est-ce que tu as d'autres... enfin, on va dire, bon, tu lis énormément de ce roman, mais est-ce que du coup son style, ou enfin le genre dans lequel il évolue, fait partie de tes genres préférés, ou au contraire, tu navigues un petit peu... je sais pas si ma question est très claire. Non, non, je comprends. Ok. C'est une question super intéressante. Pas du tout. C'est-à-dire que John Irving, bon bah monument de la littérature américaine, qui écrit beaucoup sur le quotidien. Je pense que c'est de ce qu'on appelle la littérature blanche, donc pas de genre en particulier. Enfin voilà. Bah, le premier roman que j'ai lu, l'un des premiers, c'était Le Monde selon Garp, donc qui est roman d'apprentissage, qui voilà lui fait partie d'une littérature de genre particulière. Euh, je pense que non, enfin il va pas m'inspirer sur le côté qu'est-ce que je peux écrire, même si j'ai essayé plus jeune, hein. J'ai voulu moi aussi écrire la vie des gens et puis voir ce que ça donnait. Mais voilà, c'est quelque chose que je préfère lire plutôt qu'écrire très clairement. Je pense par contre ce qui m'a beaucoup inspiré chez lui, c'est qu'il a une faculté à mettre toutes ses anxiétés dans ses romans et vraiment imaginer qu'est-ce qui pourrait être le pire qui arrive. Et c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve chez lui, cette force de tourner la page de l'histoire et voir que bah, d'un coup tout bascule et que le drame arrive et qu'on s'y attendait pas, parce que la vie ça peut être ça aussi. C'est quelque chose qui lui fait très peur et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je pense que vraiment ça vient de lui où je me suis dit que l'écriture pouvait être cathartique et qu'on pouvait mettre ses névroses et ses peurs dans l'écriture. Donc voilà, je ne le fais pas aussi bien que lui, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut retrouver bah, notamment dans Les Enchantresses. J'ai vu des critiques qui avaient compris, enfin qui disaient ça parle notamment d'anxiété. Alors c'est vrai Mhm. qu'on l'a
on ne le perçoit pas comme ça, mais oui, il y a de l'anxiété qui est sémée par-ci par-là et très clairement, oui, c'est quelque chose qui m'a permis de comprendre qu'on pouvait faire avec l'écriture, ouais. D'accord, très intéressant. Je voulais revenir un petit peu sur la fanfiction, parce que tu l'as dit, voilà, tu as commencé, il me semble que ta fanfiction s'appelle Les Années de la Terreur, si je me trompe pas. Exactement. Et tu es aussi une très grande fan de Dramion, ça je me souviens, j'ai vu tes TikTok. Et c'est vrai que le monde de la fanfiction a beaucoup évolué quand notre génération écrivait, parce que moi aussi j'étais la génération Skyblog. Et maintenant, la génération plutôt Wattpad, donc tu fais un peu Mm. partie des anciennes, on va dire. Donc comment tu as vécu un peu cette évolution et quel regard tu as finalement sur tes premiers écrits de fanfiction? Alors c'est très particulier parce que je pense que moi j'ai mis un certain temps avant de me rendre compte à quel point ça avait évolué. C'est-à-dire que donc moi j'ai écrit plus jeune. Alors ma première fanfic, ça elle a été sur Skyblock, c'était une Dramion, elle n'existe plus. Même parfois j'oublie, tu vois, qu'elle a existé. Elle avait eu son petit succès à l'époque et c'était vraiment le truc que tu faisais, tu sais, après les cours, t'avais un peu l'impression d'être Hannah Montana, quoi. T'avais deux vies et t'avais cette vie de grosse nerd que tu ne voulais même pas expliquer aux gens parce que tu allais te mettre à utiliser des mots, ils allaient pas comprendre, ils allaient dire mais qu'est-ce qu'elle fout sur Internet, tu vois. Donc il y avait ça. Et puis moi j'ai fait mon truc les années de la terreur, j'en parlais vaguement à des potes que j'avais cette fanfic, j'avais la flemme d'expliquer ce que c'était, j'avais même pas honte pour le coup, mais voilà, c'était un truc. Je l'ai écrite. J'y ai plus touché pendant longtemps. Après, je l'ai foutu sur Wattpad. Et ce qui s'est passé, c'est que je l'ai laissé et pendant 5 ans, je me suis pas connectée sur le site. J'ai rien fait. À un moment, j'ai vu que j'avais beaucoup de notifs par Gmail. Je suis allée sur le site, j'ai fait désactiver les notifs sur Wattpad et j'y ai pas touché. Puis un jour, je me suis dit bon, faudrait quand même que je remette le nez dedans. Et là, je vois il y avait des tas de lectures, qu'il y avait des tas de notifs de gens qui pouvaient commenter d'une ligne à l'autre et que j'avais tout ça à rattraper. Donc, je me suis dit, c'est mort. Il y avait des gens qui m'écrivaient sur le babillard, c'est comme ça ce qu'on appelle sur Wattpad, pour me dire qu'ils attendaient la suite du Revers de la Gloire. Ils avaient toujours pas compris que ça n'arriverait pas. Et que, en fait, il y avait des gens qui m'écrivaient, enfin, pour me dire qu'ils l'avaient adoré. Et donc, j'ai cherché par hasard sur Twitter et j'ai vu qu'en fait, elle continuait de vivre. Mais de vivre vraiment. Et à l'époque, on était à 120 000 lectures sur Wattpad. Donc, je me disais, ah, putain, quand même, c'est stylé. J'en avais eu beaucoup sur HP Fanfiction. J'en avais eu 400 000. Donc, je savais que des gens allaient la lire, mais je me disais, ah oui, elle vit super bien, en fait, cette fanfic. Et là, le moment où moi, j'ai compris qu'il se passait quelque chose, moi, en fait, j'ai continué à lire de la fanfic de temps en temps durant toutes ces années, mais je lisais des choses que je connaissais surtout, et pas vraiment des nouveautés. Donc, pour moi, c'était toujours ce truc un peu nébuleux, un peu honteux, que voilà, tu disais pas, tu lisais ça planqué à 4 heures du mat sur ton smartphone, et puis basta. Et je pense vraiment, moi, ça a été durant, je pense, le confinement et un peu avant, quand on a créé ce podcast avec des amis, où on a parlé, voilà, de la fanfiction, qui s'appelle Disclaimer, mais vraiment durant le confinement où j'ai fait un TikTok pour dire, c'est moi qui ai écrit ça, et où en fait, il y a des gens qui ont dit, mais c'est toi qui as écrit Les Années de la Terreur, et qui a fait 120 000 lectures, et il y avait des centaines de messages liké par des centaines de personnes qui disaient mais c'est toi qui as écrit ça, ça fait 10 ans que je le lis et tout. Et c'est là où j'ai compris. Et là aussi où j'ai compris, alors ça va paraître complètement idiot, c'est quand sur Goodreads tu peux ajouter une fanfiction comme livre que tu as lu. Ah, je savais pas ça. Et il y a alors c'est beaucoup les Américains qui font ça et c'est beaucoup des fanfics américaines super connues qui font ça où tu vas avoir des centaines de gens qui l'ont ajouté à leur bibliothèque et qui la notent et qui donnent un avis comme un vrai bouquin. Et je me suis dit, mais ce truc que je faisais caché quand j'étais plus jeune, non, les meufs maintenant, elles peuvent avoir parfois 10 000 abonnés sur TikTok ou sur Insta parce qu'elles écrivent de la fanfic. Mhm. Et pour les gens qui les lisent, mais c'était comme nous. Enfin moi, si tu veux, les nanas que je lisais à l'époque, je me disais, j'arrête pas de dire à l'époque, je dois vraiment, je vous dis, j'ai que 27 ans, hein, mais je me dis enfin moi quand je les lisais, les filles, je me disais ouais, pour moi c'est des écrivaines quoi. Elles écrivent pas des livres, mais c'est des écrivaines. Moi, je me considérais pas du tout comme ça. Et maintenant, je me rends compte que d'un côté comme de l'autre, autant pour celles qui écrivent que pour celles qui lisent, je féminise parce que c'est beaucoup de femmes. Oui, c'est pour elles un travail d'écriture, ok, qui est gratuit, qui est amateur, qui est en ligne, mais qu'elles considèrent comme un truc hyper sérieux. Donc, tu peux noter la personne qui écrit sur Goodreads, c'est normal et c'est hyper légitime. Et pour moi, c'est facile dans ce changement, hein. Parce que à l'époque, mais si j'avais dit au lycée ce que je faisais, mais Mhm. ouais.
Non, je préfère pas savoir, mais Il y avait ce côté un petit peu honteux, entre guillemets, comme tu disais, nerd, parce que bon, bah, il y a le fandom Harry Potter. Ça se faisait aussi beaucoup sur j'allais dire Harry Potter, encore une fois, oui, certes, mais les One Direction, notamment. Enfin, tout ce qui était ouais, un petit peu les boys bands, ça a explosé. Je réfléchis, Twilight. mais Twilight, énormément, et qui ensuite ont donné certains livres, d'ailleurs. Mais c'est ça en fait, c'était, tu sais, c'était une pratique. Alors clairement de fangirl. Donc en fait, c'est une pratique de nerd, mais qui est monopolisée par les filles. Et on sait que tout ce qui est les pratiques féminines en ligne, les mecs, voilà, ils les défoncent. Voilà. Je me souviens que mon meilleur ami de l'époque, je lui avais parlé que j'écrivais la fanfic, il voyait ce que c'était. Et le premier truc qu'il m'a dit, on était bêtes, hein, il m'a dit, c'est les trucs de cul où elles mettent des mecs ensemble. Et c'était comme ça. Direct l'amalgame, genre C'est Lemon et ça. Yaoi, et ça y est. Voilà, c'est ça. Et en même temps, ben maintenant, tu as envie de dire en 2021, ouais, c'est ça pour beaucoup de choses. Et Mm, c'est pas grave. Et genre, il y a quoi, tu vois? Et, euh, et donc, enfin, c'était vraiment, oui, ce truc. Mais c'est comme Tumblr et ce genre de choses qui étaient des plateformes pour les fans, mais entretenues par les meufs. Et genre, c'est maintenant, 10 ans plus tard, qu'on se rend compte de l'impact et qu'on se dit, ce serait bien qu'en fait, on l'analyse et qu'on l'étudie. Mais c'était des petites jeunes qui était dessus et personne n'a compris l'importance que ça avait dans les communautés de fans, très clairement. Enfin, mm. n'a pas compris, n'a voulu comprendre, quoi. Hmm. Aujourd'hui, mon Tumblr, comme en plus ils ont changé un petit peu de police, etc., ils ont perdu pas mal, on va dire, d'utilisateurs, mais on trouve encore, tu sais, toute la partie Bouviane et les fans de Sherlock, etc. Et tu vois clairement les fandoms encore, même si c'est Mm, des archives qui sont mm. accès. Ouais. Je voulais revenir un petit peu, parce que tout à l'heure tu parlais de ton blog Tout est politique et des réseaux, et je sais qu'il y a un club de lecture féministe, donc le Tout est politique book club. Qu'est-ce que vous lisez en général, ou qu'est-ce que vous lisez en ce moment, par exemple? Eh bien, c'est marrant que tu en parles parce que je vais devoir annoncer après là quelques mois de pause qu'en fait le book club va s'arrêter parce que j'ai plus le temps. Mhm. Mais alors pour résumer, c'était alors moi j'ai créé le compte Instagram Tout est politique quand j'en ai eu marre de Twitter et que je me retrouvais plus du tout dans la manière dont on crée du contenu dessus. En fait, bah si c'est écrire des tweets, c'est créer du contenu en vrai. Mais où voilà, enfin ce que devenait Twitter ou ce que c'était déjà, je me suis rendu compte que c'était pas forcément voilà ce que j'appréciais le plus. Et il y avait Instagram qui se développait vachement, notamment sur le côté féministe chez les Américaines. Et j'aimais beaucoup la démarche qu'elles avaient. Et j'ai voulu faire ça au début sur Insta. Et très vite, je me suis rendu compte que ça allait être beaucoup trop de travail, que j'avais pas le temps de mettre autant d'énergie dans un compte Insta. Et je voyais qu'il y avait des book clubs qui se créaient sur Insta et je trouvais ça trop bien. Et je me suis dit, mais moi, j'ai envie de faire ça, mais en mettant des meufs en avant. Euh, peu importe le genre, peu importe le type de bouquin, que ce soit de la BD, des essais, des livres de fiction, historique et tout, mais je veux mettre des meufs en avant, et notamment sur des sujets politiques, pas que féministes, parce qu'il y a des meufs qui écrivent plein de choses hyper intéressantes, pas forcément sur le féminisme, mais mais voilà. Et donc on a commencé, j'ai eu plusieurs formats. Le premier c'était un livre par mois qu'on lisait toutes ensemble. Puis j'ai trouvé ça assez restrictif parce que la thématique peut intéresser les gens, mais pas forcément voilà le livre en soi. Donc après j'ai changé et j'ai mis une thématique par mois et plusieurs idées de bouquins qu'on pouvait lire et en laissant hyper large. C'est-à-dire que je faisais quelques propositions, puis après je laissais les gens choisir. Et là ça fait je pense 3 ans. Mais là, avec le roman bah, qui est arrivé il y a quelques mois, même si je lis, j'ai plus le temps de préparer tout ça. Et donc, ça va redevenir bientôt juste tu le sais, en exclusivité. Quand ce podcast sortira, j'aurai enfin fait le post pour dire, au fait, bah, le book club va s'arrêter et redevenir un compte Instagram normal, entre guillemets, où on Mhm. pourra toujours trouver des idées lecture, mais il y aura plus ce côté fédérateur qui a été super intéressant par contre. C'est vrai que c'était génial de pouvoir parler avec bah, toutes ces femmes de lecture, mais Mhm. après, je m'inquiète pas parce que ça s'est tellement démocratisé ces dernières années. Il y en a plein maintenant des book clubs féministes que il y a plein de personnes qui prendront la Oui, relève, c'est hein. ça. Il y a la place. Il y a la place pour. Exactement. Ok. Alors, avant de continuer vers un petit peu plus l'écriture, même si on en parle déjà maintenant, mais notamment de ton roman qui vient de sortir, j'ai un petit jeu en fait dans mon podcast qui s'appelle l'Interview Inception. Donc, c'est une interview Ok, dans l'interview d'1 minute. Donc, d'accord. en gros, le but c'est de répondre au plus de questions au tac en 1 minute, mais tu peux passer si I'm voilà. ready. Alors, je cherche mon petit chrono. Ok, je suis ready. Tu me dis quand c'est bon et go. C'est Alors, bon. la langue que tu aimerais apprendre ou parler. Le russe.
Quel super pouvoir tu aimerais avoir? Être invisible. Le plat que tu cuisines le mieux? Je cuisine pas aussi bien que mon mec, donc là, il y en a aucun qui me vient à l'esprit. Plutôt Netflix ou Disney+. Netflix. Ta maison à Poudlard, Serre d'aigle. évidemment. Ton personnage de fiction préféré? Hermione Granger. Je te dis comme ça vient, donc moi-même, je suis surprise de mes Ton métier de rêve quand tu étais enfant? écrivaines. Ton rêve le plus fou? Vivre de mes livres. Ton mot préféré? Fière maman. Le truc au monde que tu comprendras jamais? Euh, le capitalisme. C'est que tu as mangé à midi. Attends, qu'est-ce que j'ai mangé à midi? Je passe. Ton tatouage préféré si tu en as J'en ai plein. Girl Power qui est écrit comme ça sur mes bras. Bon, je te dis, il voit pas. un. Ton artiste préféré? John Irving. Ok. Et du coup, bah, on s'arrête, ça fait déjà 1 minute. Et tu es à 12, donc félicitations. Très très bien. J'adore. Très très bien. Voilà, donc, J'ai dit John Irving pour mon artiste. Effectivement, c'est un artiste. J'aurais pu dire James Blunt aussi. oui, oui, effectivement. Ça aussi, je sais que tu en parles souvent sur Insta. T'es chouchou. Tu as écrit pendant longtemps sur la toile sous un autre pseudo et Ouais. aujourd'hui tu écris sous le nom de Sophie Gliocas. Donc je voulais savoir si c'était également un nom de plume ou si tu utilises maintenant ton vrai nom. Mhm. C'est un nom de plume. J'écris pas sous mon vrai nom, tout simplement parce que j'aime bien faire la part des choses. Et c'est quelque chose auquel je suis très attachée. Donc non, en gros, ce qui s'est passé, c'est que je voulais changer de un moment. Donc j'ai eu un pseudo. Ensuite, c'était juste Tout est politique. Donc les gens m'appelaient Sophie de Tout est politique ou juste Tout est politique. Bon, voilà. Et donc j'ai cherché ce que je voulais et en fait donc Sophie ça veut dire sagesse en latin et comme j'aime beaucoup tout ce qui est la culture anglo-saxonne, l'Écosse notamment, j'ai cherché comment on disait sagesse en gaélique écossais et on dit grishkes qui s'écrit gli-o-cas phonétiquement. Hmm. Et donc c'est devenu mon pseudo et j'ai décidé donc de m'appeler Sophie Gliocas parce que je trouve qu'on dirait que c'est un nom de famille Mhm. et donc effectivement, si tu veux, je laisse les gens dire Gliocas, la phonétique française, parce que je vais pas leur dire je m'appelle Sophie Glitschkes, ils vont faire quoi? Donc voilà, mais en gros, techniquement, c'est comme si je m'appelais Sagesse Sagesse, Mhm. double sagesse, très serre d'aigle. Très. Donc voilà d'où ça vient. Et après, c'est vrai que je jouais un peu sur on va dire sur comment dire sur l'ambiguïté, c'est-à-dire que voilà là comme on est sur le podcast, je te dis que c'est un nom de plume, mais je le dis pas forcément parce Ouais, que pour moi ce nom de plume c'est quand même une part de mon bien identité sûr. et voilà c'est vraiment je pense comme plein de d'écrivaines, enfin vraiment pour moi je suis à la fois Sophie voilà mon nom complet et Sophie Gliocas et voilà. Ok, très bien, très intéressant. Je sais pas pourquoi j'étais persuadée que Gliocas était style un nom un peu latin d'une fleur ou un truc, tu vois, un peu scientifique, mais Et ok, non, donc c'est Sophie Grishkes. très bien, Voilà, très et très quand à bien. chaque fois avec le gaélique, c'est entre comment ça s'écrit, comment ça se Ouais, prononce, il y a un monde. totalement. Tu expliquais tout à l'heure, tu es aussi très fan de pop culture en général, de séries, de fandom. Comment ça t'inspire dans ton quotidien, dans ton écriture, donc notamment pour les Enchantresses? Ah oui, je suis très très fan de pop culture. Donc moi, plus jeune, il y a eu Harry Potter et ensuite c'est vraiment au niveau des séries et des films que ça s'est développé. Comme je te disais, pour tout ce qui est littérature fantastique pour ados, c'est pas ce que je lis le plus. Et voilà, la young adulte, c'est pas ce que je lis le plus. J'en lis, mais voilà, ça fait pas partie de mes genres. De toute façon, il n'y a pas de genre de prédilection que j'ai. Et mais voilà, moi ça c'est tout ce qui est voilà ce les œuvres culturelles de genre, mon intérêt se voit vraiment beaucoup pour les séries et les films. Donc il y a eu très jeune la trilogie du samedi. Il y a plein de gens, voilà, c'est quand même SN, ça ne va rien leur dire. Ça fait mal au cœur que les gens ne connaissent pas, parce que C'est c'était ça, le meilleur rendez-vous de la semaine. exactement. Donc il y avait Charmed, il y avait Buffy contre les vampires, il y avait ce genre de série. Et puis plein d'autres que j'ai regardé et que je consommais beaucoup. Et voilà, et ça a continué et pendant très longtemps comme la fanfiction qui a été dévaluée, les séries étaient beaucoup dévaluées, on voyait pas ça comme une passion au même titre que les films. Donc je regardais en pensant juste que j'étais une grosse no life qui voilà, passait son temps derrière son écran d'ordinateur pour
citer mes parents. Et puis petit à petit, bah, tu rentres à la fac et tu te rends compte qu'il y a un champ d'études et d'analyse sur les œuvres culturelles de la pop culture, que c'est sérieux, qu'il y a plein d'angles différents. Donc moi, j'ai une chaîne YouTube sur ça où j'analysais des séries télé, notamment, d'un angle féministe notamment. Et en fait, ça s'est retrouvé, je pense, dans mes écrits parce que j'avais ce plaisir, je pense, comme plein de fans, de faire des références que les gens peuvent comprendre, des clins d'œil qui sont plus que de l'inspiration, qui sont des vrais hommages. Et le tome 1 des Enchantresses, c'est clairement ça, c'est un hommage à plein de choses que j'ai aimées. Et je sais qu'il va y avoir les plus jeunes qui vont pas forcément comprendre toutes les références, mais que les gens de mon âge et plus qui l'ont lu voient très bien parfois les clins d'œil, et que c'est vraiment ce premier tome, les autres on va encore avoir cet esprit, mais que dans ce premier tome, il y a vraiment cette envie voilà, de mettre plein de petites références à des choses souvent d'œuvres américaines pour les transposer à une œuvre française, ouais. Mhm. Justement, comme tu parlais du coup de ta chaîne YouTube, tout à l'heure tu as parlé du podcast Disclaimer, on parlait de ton blog aussi. Comment tu décrirais ta relation à l'écriture? Parce que tu étais sur plein de canaux différents, on va dire, sur plein de plateformes différentes, mais tu as l'air de toujours revenir à ton premier amour, si je puis dire, qui est l'écriture. Ouais. Bah oui, même au niveau de la vidéo, si j'ai arrêté de faire des vidéos, c'est parce que le meilleur moment, c'était le moment d'écrire le script. Et c'était pas le moment de le dire à la caméra et de faire le montage. Donc bon, au bout d'un moment, je me suis dit oui, c'est peut-être que YouTube, c'est pas forcément pour toi. Et même quand je fais des TikTok, ce que je préfère, c'est le moment où j'imagine la petite histoire que va pouvoir faire le TikTok. Donc oui, je pense que peu importe ce que je peux écrire, euh, je reviens toujours à ça parce que c'est là où je me sens le plus à l'aise. Ce que je préfère, c'est pouvoir transposer exactement ce que je pense sur papier. Ce qui, je trouve, est très difficile avec l'oral. Tu peux pas revenir sur ce que tu as dit. Tu vas pas forcément bien l'exprimer. Tu peux pas te relire. Donc non, moi ce que j'aime vraiment, c'est ce côté, c'est poser les choses et les développer autant qu'on veut. Et c'est pour ça que je pense que je suis autant attachée aux mots, c'est que je trouve que même intellectuellement, ça fait tellement de bien de pouvoir, de savoir d'avoir suffisamment de vocabulaire pour dire ce qu'on a à l'esprit. Et c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin au quotidien, ouais. Ok. On parlait tout à l'heure des références du coup de pop culture que tu as glissées dans ton roman, mais c'est vrai que sur tes divers comptes Instagram, tu parles de valeurs très fortes, donc le féminisme forcément, mais aussi la consommation éthique, en tout cas Mm, une consommation plus responsable. Donc est-ce que c'est quelque chose aussi que tu essaies de transmettre dans tes écrits? ouais, très clairement. Alors c'est un peu bizarre parce que si tu veux, quand j'ai créé Les Enchantresses, je me suis pas dit ah j'ai envie de faire un bouquin féministe. Je me suis pas dit ça. Je me suis dit j'ai envie d'écrire une histoire super sympa de meufs pour ados, voilà un truc pour ados avec des meufs trop cool et où il y aurait du fantastique. J'aimerais bien rendre hommage à la Bretagne. Je me suis dit ça. Et en fait très vite les problématiques que j'imaginais elles étaient obligées d'avoir un angle féministe. Et je pense que maintenant, ça fait tellement partie de ma vie que c'est pour moi naturel. Donc bien sûr qu'il est féministe, mais le but premier, ça n'a pas été de faire un bouquin féministe. Et je trouve que bah, c'est là où moi-même, enfin, je repense à moi il y a 10 ans qui n'était pas du tout sensible à ces sujets. Et c'est là où tu vois comment on évolue toutes et tous. Et donc, effectivement, bien sûr que je glisse des messages, notamment sur un bouquin de young adulte, où c'est important, voilà, je pense, de faire passer des messages à des gens qui se construisent, hein, même si tu peux en lire adulte. Mais il n'y a pas que le féminisme, oui, il y a d'autres sujets qui me tiennent à cœur. Alors, bien sûr, où voilà, je vais pas, comment dire, m'octroyer un sujet où c'est pas forcément à moi en tant qu'écrivaine d'être dessus, hein. Ça peut être autant sur les questions LGBT que sur les questions de racisme. Elles vont être évoquées parce que je trouve important, mais voilà, il y a aussi des personnes qui sont plus concernées et c'est à qui c'est qu'il faut mettre en lumière et dont voilà, dont c'est leur sujet et dont elles vont s'emparer. Mais au-delà de ça, effectivement, le fait d'être végétarienne, par exemple, que clairement j'intègre à une consommation éthique, c'est dans mon roman. C'est de manière très subtile, c'est-à-dire c'est juste tu comprends qu'un personnage est végétarien par rapport à un plat qu'on lui fait. C'est juste ça. Mais c'est justement pour intégrer ces petits détails qui font partie du quotidien, mais qui comprennent la pensée d'une personne et comment elle se positionne à travers le monde. Et je trouvais ça ouais important d'intégrer ça dans un bouquin fantastique.
Effectivement, c'est très bien amené. Je voulais te poser la question un petit peu par rapport à tes inspirations, du coup pour les Enchantresses, parce que ça se passe en Bretagne, parle également de harcèlement scolaire notamment. Et je voulais savoir un petit peu comment tu avais travaillé sur cet aspect. Et il me semble, tu me dis si je me trompe, que tu as beaucoup travaillé sur le roman pendant le confinement. Donc est-ce que ça a influencé un petit peu ta rédaction? Alors ouais, j'ai écrit une histoire qui se passe en Bretagne parce que j'ai vécu 3 ans après mes études et j'ai de la famille qui vit en Bretagne depuis que je suis petite. Donc voilà, l'île-et-Vilaine, c'est une région que je connais en Bretagne. Et j'avais envie de faire quelque chose sur ces 3 ans. Moi, j'ai toujours vécu à Paris, en région parisienne. C'était la première fois que je partais, enfin, de la capitale pour vivre autre part en France. J'ai vécu 3 ans, j'ai adoré. Et c'est une région donc à laquelle je suis très attachée depuis petite. Et, euh, et je me suis dit, j'ai envie de faire un hommage sur la Bretagne. Donc très vite, le côté mystique avec voilà les mythes et légendes de Bretonne, bah forcément ça a mûri dans mon esprit. Et j'ai profité, oui, du confinement très clairement parce que le premier confinement, il y avait rien à faire. Je pensais que c'était la fin du monde. On faisait des stocks de pâtes. J'allais pas très bien, mais il faut savoir que je suis hypochondriaque, donc c'était une période pas fun du tout. Heureusement, j'étais avec ma famille. J'ai plus seule en Bretagne. Hein. J'étais revenue chez mes parents depuis un petit moment et je me suis dit, il faut que je me plonge dans quelque chose. Donc j'ai fait des TikTok, une fanfiction de Ramion et ce roman que j'ai écrit. Et voilà, et donc j'ai profité de toutes ces choses. Enfin, comme à ce moment-là, j'étais au chômage, donc j'avais revu Buffy, que j'aime beaucoup. J'avais revu quelques épisodes de Véronica Mars, que j'aime beaucoup. Enfin voilà, j'ai pu regarder plein de choses que j'adore. J'avais ce temps-là pour me replonger dedans, et donc ça a clairement influencé. Et voilà. Et puis pour la partie harcèlement, l'idée m'est venue alors de manière un peu étrange, c'est-à-dire que moi, très clairement, au collège, je faisais partie alors pas des bolos, mais tu sais, je faisais partie de ce qu'on dit les normies, les Hmm. ni bolos, ni Ouais, populaires, les machin. entre-deux, quoi. Genre, t'es pas Exactement, le personnage principal du film, quoi. T'es dans le couloir, tu sais. exactement. Et et au lycée, ça a un peu changé. C'est-à-dire que je traînais plutôt avec des gens qui, je pense, étaient très appréciés. Et moi, j'étais pas particulièrement appréciée parce que je pouvais avoir un côté assez grande gueule, qui dit ce qu'elle pense et machin et tout, et qui faisait que voilà, j'étais pas appréciée, que j'étais un peu considérée comme une pestouille. Et le truc, c'est que petit fait amusant, mais que je trouve assez fascinant, c'est qu'il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a écrit pour s'excuser de comment elle s'était comportée avec moi au lycée, parce que je pense qu'il y a des gens qui à l'époque ne m'appréciaient pas, parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais qui se sont rendus compte qu'en fait, je disais ce que je pensais et que parfois, pas forcément de la manière la plus adroite, ça j'en ai totalement conscience, mais que en tant que femme, c'est pas quelque chose où on t'attend et que ça peut être ça peut tu peux te le prendre en pleine gueule au lycée, le fait d'être honnête et avoir ce côté un peu désagréable que les mecs n'ont pas. Mais en fait, en grandissant, je me suis rendu compte que j'avais été harcelée durant cette période et que j'en avais plus confiance, pas du tout conscience, pardon. J'ai quelques exemples. C'est un mec qui avait fait du chantage à l'époque parce que je sortais avec son meilleur ami et que après je suis sortie avec lui, qui voulait faire croire que c'était moi qui l'avais chauffé et dire ça à tout le monde. Il y a eu mon numéro qui a été écrit sur des tables, tu sais, en mode désolé, je veux dire je suis, et après t'as plein de Hmm. messages qui arrivent tout le temps. Il y a eu des photos de moi en soirée qui, je crois, tu sais, se sont passées d'une personne à l'autre, ou Hmm. même des photos un peu, voilà, j'étais pas à poil dessus, mais je pense que, tu sais, enfin, quand même, les mecs se les montrent alors que normalement Ouais, ils devraient pas. bien sûr. Ouais. Ouais, j'ai eu des trucs comme ça. J'ai eu aussi des personnes qui, quand tu passes dans un couloir, disent des choses horribles sur toi. J'ai eu des rumeurs et le truc, c'est que pendant super longtemps, en fait, j'ai pas compris que c'était du harcèlement parce que comme Mhm. j'avais des amis quand même et que Mhm. je côtoyais des gens plutôt cool, que j'étais invitée à des soirées, euh, pour moi, c'était juste le jeu. Il y a des gens qui sont des connards et voilà. Tu vois, comme je te disais, moi, j'étais un peu pestouille, mais j'ai jamais fait ce genre de choses. J'ai jamais Mhm. lancé des rumeurs. Je me suis jamais permise d'insulter des gens au fond d'une classe, ainsi de suite. Et moi, on me le faisait. Et je me souviens qu'en plus, je stressais. Ça me provoquait du stress avant d'arriver en cours et que mes notes avaient un moment chuté, notamment par rapport à ça. Et c'est des années plus tard où je me suis rendu compte et où j'en ai parlé avec ma meilleure amie qui était dans le même cas. On était un peu ce binôme de meufs parfois pas très appréciées. Et on reparlait de ce qu'on avait vécu et elle me disait mais ouais en fait on s'est fait harceler et on n'était pas tu sais on faisait pas partie des gens au lycée qui peuvent
vivre des trucs très très durs ou vraiment genre ou même au collège où tu sais vraiment les gens s'acharnent sur eux, Mm, mais on a vécu une forme de harcèlement qu'en fait beaucoup de gens ont vécu aussi, où en fait on leur faisait des choses horribles, mais on s'en rendait pas compte parce que c'était tellement violent que c'était considéré comme normal. mm, Ou mm, alors on disait bah si tu te taisais un peu plus et courbais les chines, bah les gens t'emmerderaient pas, tu vois. Donc mm. voilà, et en fait c'est une chose que j'ai voulu raconter dans Les Enchantresses. Alors de manière, elles pour le coup, oui, elles sont considérées comme un peu les outsiders et voilà, elles s'en prennent plein la figure. Mais c'est parce que voilà, moi je me suis rendu compte bien des années plus tard qu'heureusement que j'ai eu des amis parce que je pense que j'aurais pu vivre le lycée totalement différemment parce qu'on peut être cruel entre nous en fait. Totalement. Je pense aussi que pour notre époque, parce que j'ai que 2 ans de moins que toi, Mm, maintenant on a plus de recul et on fait un peu un focus ces dernières années sur le harcèlement scolaire. Alors c'est ça. qu'avant, bah oui, t'avais des têtes de turc entre guillemets et c'est vrai qu'il y en a, tout le monde se mettait contre eux, mais cet entre-deux un petit peu on n'en parlait pas ou alors c'était bah c'est normal ou alors bah faut enfin on m'avait déjà répété aussi du style en mode bah faut que tu sois plus forte en mode Mm. c'est pour te forger le caractère en mode bah oui mais non. Mais ça, c'est. En fait, on normalisait le truc. Donc, c'est normal, c'est comme ça. Le lycée, le collège, c'est comme ça. Il y a toujours cette phrase qu'ont les adultes, toujours aujourd'hui, malheureusement, mais ah, les ados, ils sont bêtes. Mm. C'est l'âge bête, ils sont cons. Ça passera quand tu seras adulte. Ouais, enfin, t'as quand même une dizaine d'années entre, quoi. Donc, Et puis je suis pas sûre que ça passe forcément, puisque en fait on se rend compte qu'il y a plein de d'adultes qui sont cruels, pour qui le milieu du travail c'est encore un terrain de jeu avec des cas de harcèlement qui sont avérés. Donc non, je pense qu'au contraire c'est un moment où on se construit et se forge beaucoup. Et où on va avoir énormément de souvenirs, où en plus on va avoir conscience qu'ils nous ont forgés. C'est-à-dire que durant l'enfance, il y a des choses qui peuvent t'arriver, tu te rends pas compte que ça te forge, et en grandissant, tu fais ah ouais, ça et tout. Mais l'adolescence, les souvenirs, tu les gardes et tu sais parfois pourquoi tu agis d'une certaine manière. C'est parce que tu as un passif derrière. Donc oui, non, c'est vraiment ouais, t'as raison, une époque où on faisait pas trop gaffe à ça, où on mesurait pas l'impact. Et je pense que, bah, notamment un harcèlement que, en plus, comme t'es, bah, de ma génération, nous on a connu, c'est que, bah, le fait d'être pas cool, ça continuait en fin de journée après sur les réseaux sociaux. C'est mhm, qu'on avait MSN, mhm. c'est qu'on avait, bah, Facebook à ce moment-là où les gens continuaient d'être odieux. Enfin oui, moi je me rappelle que ça a été l'époque où des gens faisaient des messages subliminaux sur moi sur leur Skyblog, qu'il y avait des mecs qui Ouais. m'ajoutaient sur Facebook pour me harceler, pour m'insulter sous mes photos. Et j'avais ces notifications-là que tous les gens qui étaient amis avec moi sur Facebook voyaient et qui Mhm. n'étaient pas du tout normales. Et le pire, c'est que ça se passait en dehors de l'école. Donc on te disait que l'école pouvait rien faire, alors qu'en fait c'était un prolongement de ce qu'on vivait toute la Tout à fait. journée au collège et au lycée. Ouais. Tout à fait. C'est pour ça que je suis quand même un minimum contente, même si on a encore beaucoup d'efforts à faire et de progrès à faire. C'est moins tabou, en tout cas. Mm. Et Bah, il y a le mot, il y a un progrès. c'est-à-dire que quand on dit harcèlement, c'est pas personne va rironner. On sait que c'est Mm, du harcèlement. Et mm, ça, c'est mm. un énorme progrès que je pense nous on n'a pas connu malheureusement. Ouais, tout à fait. Sur on va dire une question un petit peu plus positive, sur un sujet un peu différent, tu as créé le hashtag, ou du moins la communauté Gang de Plumes, sur Instagram. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment t'es venue cette idée, ce concept? Eh bien, justement une communauté que je n'ai pas trop animée depuis un moment, mais ça, je vais le reprendre, ça, je ne vais pas l'arrêter. Bah oui, moi, ça a été le confinement où j'écrivais, et alors j'avais que ça à faire, mais c'était tellement épuisant et fatigant d'écrire parce que c'est vraiment une activité à part entière, hein, on se rend pas compte. Et j'avais besoin de le dire. Moi, je suis très dans le performatif, c'est-à-dire qu'il faut que je dise que je vais faire quelque chose pour le faire. C'est comme le sport, tu vois. Quand je me remets Merci. à faire des selfies de sport, c'est parce que faut que je fasse du sport, donc faut que je le montre aux gens. Tu vois, je me suis habillée, je fais mon selfie dans le miroir, c'est pour dire aux gens, là, je vais aller faire du gainage. Et vous le savez, parce que dans 30 minutes, je vais refaire une photo en vous disant, mon gainage est fait. Et donc, je l'ai fait. Et ben là, l'écriture, pour moi, c'est pareil. Je vais pas forcément montrer tous mes écrits, mais il faut que je dise, là, je vais écrire pour aller le faire. Donc, parce que sinon, j'écris beaucoup moins. Et en fait, c'est comme ça que ça m'est venu. Je me suis dit, bah, moi, j'aimerais voir des meufs, pas que, hein, il est ouvert à tout le monde, mais des meufs qui écrivent. Et peu importe ce qu'elles écrivent, moi, ça m'inspire. Je trouve ça trop bien de pouvoir en discuter entre nous et juste de dire, j'écris, peu importe le résultat final, c'est faire ça entre nous. Il y a le NaNoWriMo, hein, où je sais que ça s'échange beaucoup sur les réseaux sociaux, mais je voulais ça toute l'année, voir des gens se le réapproprier et voir ce qu'ils en font.
Mhm. Donc voilà. Et Gang de Plumes parce que je voulais un petit nom stylé. Et je suis très fière de Gang de Plumes. Je trouve Ouais, ça très c'est stylé. stylé. Je verrais bien ça sur des petites vestes. Tu sais, ça fait très genre un petit gang de... Ouais, je sais pas, sur des motos, tout ça, c'est sympa. Euh, Tu es la seule autrice que je lis actuellement qui continue à faire de la fanfiction. En plus de ses projets perso. Donc, Mm. bah, dernièrement, il y a Après les ruines, donc. Et je voulais te demander pourquoi ce choix. Est-ce que c'est quelque chose, on va dire, un peu récréatif, entre guillemets thérapeutique aussi pour couper de la pression du manuscrit éditorial ou pas? Et ben c'est totalement ça. Je pense que moi, quand j'ai commencé à écrire la fanfic durant le premier confinement, si tu veux, enfin, j'avais décidé d'écrire un roman, j'aurais pu me dire je fais ça, et en fait, je me suis dit non, je vais écrire un autre truc à côté parce que j'en ai pas assez. Et c'est parce qu'à un moment, j'ai besoin de couper, j'ai besoin de faire un truc où en fait, il y a pas d'enjeu. Enfin, c'est posté en ligne, il va y avoir des fautes. Je vais pas forcément relire, mais c'est pas grave. D'ailleurs, tu me fais penser que je devais poster un chapitre Oups. aujourd'hui. J'ai dormi, donc j'ai dit à des gens sur Insta. Ça arrivera dans la soirée, ça va être à minuit comme d'habitude, parce que c'est toujours ça, je dis dans la soirée, puis à 2 heures du matin, je fais salut, il est en ligne. Mais bref, donc oui, pour moi, c'est vraiment récréatif. Et parce que aussi, je considère que pour s'améliorer, il faut écrire. Il faut écrire encore et encore. Et que même écrire des choses comme ça hyper légères, ça aide. Et donc voilà, je pense que ça aide même, tu sais, c'est comme le sport. C'est plus tu t'entraînes, plus tu dures longtemps. Et là, c'est pareil. C'est des choses hyper faciles à écrire comparé à un livre. Mais voilà, ça aide à garder l'endurance, on va dire, Mhm. d'écrire. Donc Ok, voilà, c'est pour ça. très bien. Euh, Et et je puis voulais aussi parler... parce que Vas-y. elle a 180 000 lectures et je pense qu'il y a des gens, si je l'arrête là maintenant, parce que tu sais, j'ai sorti un livre, j'ai sorti un livre et t'as des petites meufs trop mignonnes qui se rendent pas compte, qui m'ont fait, trop bien, c'est quand la suite de la Dramione? Et je fais, Laissez-moi ok, savourer, s'il vous plaît, ma petite victoire. c'est ça. C'est quoi, pour elle, enfin, ils s'en foutent, enfin, que t'aies sorti un bouquin, c'est là, ah, trop cool, c'est quand le prochain chapitre? C'est exactement ça. D'accord, ok, Tu as voilà. 2 chapitres de retard, donc c'est bien, Ouais, hein, mais on attend quand même. c'est ça. Donc voilà, c'est aussi pour ça. Je veux mettre un point d'honneur à la terminer, donc Mhm. peu importe le temps que ça prendra, voilà. Puis c'est surtout que tu as l'air de bien aimer le slow burn, les chapitres très longs, enfin en tout cas plein de chapitres qui se succèdent. Donc Ouais. Et qui mm. sont longs aussi entre eux. Oui, Enfin, j'essaie d'écrire des trucs de 20 minutes et parfois on m'écrit ah c'était trop court. Et pourquoi? je peux pas faire plus. Je mets 5 heures à l'écrire, je peux pas faire plus. Est-ce que tu pourrais nous parler aussi peut-être de tes futurs projets, donc notamment le tome 2 des Enchantresses. Et il me semble aussi que sur Wattpad, tu avais commencé un projet qui s'appelait Le Gang de Beverly Hills, mais je sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas. Alors, au niveau de mes projets, il y a le tome 2 euh, qui va sortir début 2022, enfin dans les premiers mois de 2022, je sais pas exactement quand. Et les Enchantresses, ça va être en 4 tomes. Donc après, il y aura Oh. le 3, puis il y aura le 4. Donc voilà, je suis sur ça. Là, ça va me prendre quelques encore quelques temps, même si voilà, on essaie de garder un bon rythme entre chaque tome. Après, moi, il y a d'autres idées que j'ai en tête. Il y a une autre, en fait, un autre bouquin de yoga adulte que j'aimerais écrire, une autre saga, mais voilà, pour l'instant, j'en parle pas trop. Je laisse ça fermenter. Tu vois, c'est ça. Tu termines le premier tome d'une saga, tu sais que t'en as d'autres à écrire, mais tu penses déjà, tu dis ah, mais moi, j'ai trop envie d'écrire autre chose là, parce que dans ta tête, tu connais la fin de Ouais. ton histoire. Donc voilà, mais donc oui, j'ai autre chose en tête qui sera pour un public un peu plus âgé. Là, on est sur du 13 ans et plus, avec des sujets un peu difficiles, mais c'est pas très graphique, c'est pas très violent. Voilà, c'est accessible. Voilà. Et j'aimerais écrire quelque chose plus, tu sais, pour du 15-16 ans, plus voilà, plus mature. Mhm. Et parce que oui, voilà, comme je t'ai dit, enfin, j'ai pas j'aime lire de la young adulte, j'aime en regarder, j'aime en écrire. Mais après, je n'arrête pas qu'à ça et j'ai vraiment l'impression qu'en fait, juste là, moi, j'écris de la young adulte parce que j'ai un recul sur mes années ado qui fait que, tu vois, je peux exploiter des sujets. Et je pense que là, je vieillis et bientôt, j'aurai un recul ado sur les années universitaires. Donc, je pourrais écrire dessus. Et je sais pas du tout comment ça se passera au fur et à mesure du temps. Est-ce que je vais avoir envie d'écrire tu sais, toujours me garder ce 10 ans d'écart et donc ensuite Mhm. continuer comme ça, ou est-ce que je vais rester que sur de la young adulte ou passer à d'autres choses. Donc vraiment, je me pose pas trop de questions. Mais donc il y a ça que j'aimerais écrire. Et pour le gang de Beverly Hills,
J'aimerais la poursuivre, mais j'aimerais lui donner des notes fantastiques à cette Ah, histoire ok. qui avait pas dans la première version, qui était vraiment très inspirée de la série Good Girls que j'adore. Enfin voilà, je m'étais vraiment basée sur le même genre de synopsis, trois nanas qui sont pas du tout sur les enjeux du trafic de drogue et puis qui se retrouvent sur ça du jour au lendemain et qui se retrouvent confrontés à un gang. Vraiment, c'était très inspiré de Good Girls, en tout cas dans l'idée et après pour écrire un thriller. Et j'aimerais garder cette base, mais rajouter du fantastique. Et ça, par contre, c'est quelque chose que je me rends compte, c'est peu importe ce que je projette d'écrire plus tard, je pense qu'il y aura toujours une note de fantastique dans ce que j'écris. Et je dis une note parce que c'est vraiment quelque chose qui revient dans la manière dont j'écris, c'est que alors, moi, ma démarche, en tout cas, que j'ai en tant que ma démarche d'écriture, c'est euh, je crée pas des personnages pour que le fantastique, j'écris pas des personnages comme prétexte à inventer un univers fantastique ou à inventer une trame fantastique. C'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que j'utilise le fantastique comme prétexte Mhm. pour imaginer des personnages, des situations, des problématiques où le fantastique va influer sur leurs actions. Mhm. Et donc c'est vraiment comme ça que je le vois. Et pourtant j'adore les gens qui font l'effet inverse, hein. J'adore voilà quand il y a des univers créés du tout au tout et ce genre de choses. Mais c'est vraiment comme ça moi que je l'imagine. Et je sais que c'est ce qu'avait aimé Hachette dans ce que j'avais fait, c'est que mon éditrice m'avait dit quand elle avait lu mon manuscrit, c'est que elle recevait beaucoup de manuscrits, tu sais, où soit c'était de la young adulte sans fantastique, voilà, ou alors des univers complets qui sont créés, mais il y Mhm. avait pas, ça faisait très longtemps qu'elle avait pas reçu ce milieu, tu sais. Il y Mhm. a du fantastique qui se passe dans notre vie Le à monde nous, réel. et voilà. Et comment est-ce que on équilibre les deux, parce que souvent on pense que c'est très dur de créer un univers, et c'est vrai, mais aussi trouver ce bon équilibre entre des problématiques de société et du quotidien, voilà, la vie qui continue alors qu'il y a ce truc fantastique qui apparaît, et donc aussi exploiter le côté fantastique. Et moi j'aime jouer sur ces deux entités. Je pense que dans mes projets à venir, je vais rester sur ça, sur peu importe le genre, il y aura toujours un petit peu de fantastique qui vient comme ça. Je pense que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ouais. Ok, d'accord. Donc avant de terminer, je finis toujours par une partie entre guillemets conseil. Donc, qu'est-ce que tu dirais finalement à la Sophie d'il y a 5 ou 10 ans qui écrivait de la fanfiction? Ou qu'est-ce que tu dirais voilà, aux auteurs qui aujourd'hui ont peut-être peur de passer à leur propre univers? Parce que finalement, il y a quelque chose de réconfortant avec la fanfiction. C'est des personnages qu'on connaît déjà. Il y a cette facilité d'un univers qui existe déjà. Donc voilà, est-ce que tu as des conseils un petit peu pour passer le cap d'une première histoire à soi? Euh, alors les conseils que je donnerais à la Sophie il y a 5-10 ans, c'est fais vivre ta communauté qui lit ta fanfiction parce que tu pourrais gagner plein d'abonnés avec eux et c'est bien. Non, je pense que je dirais bah poursuis la fanfiction parce que les gens, effectivement, c'est un côté réconfortant, mais les gens aussi sont bienveillants entre eux et que c'est une manière formidable de progresser d'écrire de la fanfic. Ça, c'est vraiment un conseil que je peux donner à des gens si ils aiment écrire de la littérature de genre, c'est entraînez-vous avec la fanfic parce que les gens sont gentils et que vous allez vous éclater. C'est de croire en ces histoires, c'est vraiment de pas essayer non plus de copier un style en particulier. J'aime John Irving, je ne pourrais jamais écrire comme John Irving et c'est pas le but. C'est pas le but du tout. Il y a donc je lis moi aussi un peu du du fantastique. Parfois je lis des synopsis et je suis là, mais c'est génial. Pourquoi j'y ai pas pensé? Parce que c'est pas mon histoire et c'est pas grave. Et aussi voilà, je pense le plus original n'est pas forcément ce qu'on attend. Et parfois juste on peut aller sur quelque chose qui nous tient à cœur et ça se sentira. Je pense que le meilleur exemple, c'est Les Enchantresses. Le premier, comme je te dis, c'est un hommage à plein de choses qui existent. Il y a plein de clins d'œil. Bien sûr qu'il va y avoir des twists dans les tomes à venir et des choses beaucoup plus originales sur lesquelles on m'attend pas forcément. Mais c'est bien aussi d'avoir ce côté réconfortant de choses qu'on connaît et on peut les mettre en scène et jouer avec. Et on n'est pas forcément tous là comment dire, euh, pour innover sur quelque chose. Enfin, l'innovation constante, c'est pas forcément, pour tout le monde et ce qui est le mieux. Et donc voilà, c'est vraiment s'écouter et avoir confiance en ce qu'on écrit, même si on se dit oui, mais ça existe déjà, une histoire de magie dans une école et ainsi de suite. Ouais, mais tu sais pas, peut-être que tu vas réinventer le genre, donc voilà, Mhm. faut s'écouter. Et je C'est pense ça. que
Ok, très bien. Une dernière petite question. Il me semble que tu travailles dans la communication et c'est vrai Mm. que beaucoup d'auteurs qui commencent, auteurs, autrices, qui commencent, ou même dans la fanfiction en vrai, hein, c'est pas forcément pour des personnes qui veulent être publiées, ont un peu peur ou savent pas trop comment commencer d'un point de vue de la communication en fait sur les réseaux sociaux. En ce moment, le géant c'est Instagram, mais bon, c'était pas le cas il y a quelques années et peut-être que ce sera pas le cas dans quelques années. Donc, est-ce que tu as des questions, pardon, des conseils? Vu que voilà, tu as eu beaucoup cet aspect de communauté dans tes différents projets. Euh, alors moi, bah justement, je travaille dans la communication sur les réseaux sociaux, ce qui fait que même ce que je fais en ligne sur les réseaux sociaux, ça va pas forcément être l'endroit où je suis le plus, tu sais, hyper pro dans mon contenu. C'est très spontané parce que j'ai besoin de couper. Mais je pense que c'est aussi une force. Euh, c'est hyper important d'être auprès des gens, de leur parler, de partager avec eux. Vous êtes là pour partager, et donc ça veut dire répondre aux gens, même un petit message. C'est tout le temps dans cette interaction-là. Bon, moi j'ai loupé le coche avec Wattpad parce que pendant 5 ans j'y suis pas allée. Il y avait 900 commentaires, mais voilà, maintenant, il faut se dire que toutes les plateformes mettent en place cet aspect communautaire. Wattpad, il y est. Partout, c'est le cas. Donc en fait, c'est beaucoup plus simple qu'avant de créer des communautés et ça va être en interagissant avec les gens, c'est vraiment en partageant votre passion avec ces gens-là. C'est des rencontres en ligne que vous faites et elles sont super. Et aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que moi, j'ai été la première, hein. Quand j'ai commencé TikTok, je faisais des TikTok hyper consensuels que je voyais passer. Et en fait, j'ai voilà plusieurs personnes que je connais qui eux sont allés à fond dans leur passion de niche. Ils se parlaient de fanfic, ils parlaient de dragerie et tout, et ça décollait. Et je me suis dit, mais en fait, je peux parler de ça. Déjà, je me suis dit, ah, mais les petits jeunes de maintenant, ils sont vraiment autant à fond que nous sur Mhm. ça. Trop bien, c'est génial. J'arrive, je suis la pro de ça. Mais voilà, en fait, les communautés de niche existent sur Internet. Votre intérêt hyper spécifique où vous pensez être alone, c'est pas possible. C'est pas possible. Sur Internet, ça n'existe pas. Euh, donc, jouez sur ça parce que c'est comme ça que vous allez avoir plein de gens qui vont s'abonner à vous parce que vous aussi, ils sont intéressés par cette chose hyper spécifique et ça va créer des communautés hyper engagées. Donc, restez soi-même, interagir avec les gens et ne pas se censurer parce que vous vous dites, ouais, mais moi, j'aime ce truc hyper précis qu'il n'y a que dans une série. Il y a des gens. Je vous jure qu'il y a des gens. Donc allez-y. Et quand on est passionné, ça se ressent. Ok, très bien. Bah écoute, merci. Je sais pas si t'as un petit mot de la fin, peut-être une question à laquelle enfin, je ne t'ai pas posé, quelque chose que tu voudrais rajouter. Bah non, merci. Merci beaucoup hein, pour cet enregistrement qui a été un peu laborieux. Faudra qu'on raconte les backstage. C'est Je ça. suis totalement fautive. Mais non, voilà, un plaisir de pouvoir échanger. T'es mon premier podcast pour les Enchantresses et je trouve ça trop Oh, bien. Donc, trop euh, cool. donc voilà, merci Bon, beaucoup. bah merci à toi. On se retrouve donc juste après cette interview. Encore une fois, merci Sophie d'avoir répondu à l'appel pour ce petit podcast. On a échappé de justesse avec notre malédiction avec les malheurs de Sophie, hein, voilà. Petit jeu de mots donc avec cette célèbre série de livres et de dessins animés que je pense vous connaissez tous. Euh, je l'ai déjà dit, j'étais très 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 heureuse de recevoir Sophie. J'en ressors vraiment. Je pense que je ressors toujours grandie de ce genre de rencontres. Donc tous les mois, j'ai vraiment plaisir à rencontrer des personnes très très différentes. Et j'ai hâte voilà, que vous découvriez un petit peu cette interview. J'espère également que vous avez pu voir Les Enchantresses, lire un petit peu. Vous pouvez le retrouver dans toutes les librairies. Je réalise qu'on est voilà, déjà en novembre. Donc, dans un mois, voilà, c'est la fin de l'année. J'ai vraiment hâte de terminer cette année avec vous, 2021, qui a été un peu rocambolesque, mais très très intéressante néanmoins. Et donc commencer une nouvelle, parce qu'on va bientôt parler de 2022, ça y est. Mais bon, on en parle plutôt le mois prochain, c'est pas le moment de s'en soucier. En attendant, sachez également que mon tome 2, en fait, de la saga Angel Heart, donc qui s'appelle Panther Heart, vient de sortir. Et si vous êtes intéressé peut-être de lire, vous pouvez évidemment le retrouver sur mes réseaux et sur mon site internet. Je vous laisse avec un petit peu plus de magie dans votre vie. J'espère que vous allez passer une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de où vous m'écoutez sur le globe. Et on se retrouve le mois prochain. Salut! Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout cette entrevue pour Toss a Coin to Your Writer. J'étais ravie de t'avoir à nos côtés pour cette interview
et j'espère te revoir bientôt pour de nouvelles aventures. Tu retrouveras toutes les infos de cet épisode en description. Tu peux également me trouver et me contacter sur tous les réseaux sociaux à Maeva Catalano. Je sais, c'est pratique. On se voit dans un mois, ou plus rapidement encore si le dieu des romans le veut. À très vite.